et Radio Aviva. Et l'affluence montre effectivement, et je partage tout à fait votre opinion, vos sentiments, montre effectivement l'attention, sinon l'inquiétude, que cet épouvantable conflit qui s'est ouvert à nos portes suscite chez nous. On n'imaginait pas que dans notre Europe, la guerre reprendrait, qu'un agresseur rentrerait dans une de nos, sinon d'un membre de l'Union européenne, au moins un pays proche, un pays frère, et qu'on verrait ressurgir, si près de nous, cette abomination. Néanmoins, l'Ukraine est un petit peu loin, et je crois que la conférence que Mme Colin-Lebediev va nous donner sera très utile pour nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux. On ne pouvait imaginer qu'après la chute du mur de Berlin, les choses iraient vers un avenir radieux. On est obligé de constater qu'il en va un peu différemment. Chers collègues, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors, dites-moi à quelle distance il faut que je sois du micro pour que tout le monde entende bien. Plus près encore? Et là, comme ça? Comme ça, c'est bien? Ok, super. Écoutez, merci beaucoup d'être là aussi nombreux. Il y a un petit air d'amphi le jour de la rentrée, là, quand tous les étudiants sont là. Un grand merci aux organisateurs de la conférence et à l'université de mettre en place cet événement. C'est un honneur pour moi de venir parler de ce sujet. Je suis effectivement ravie de vous voir nombreux parce que voilà, moi, c'est un sujet aussi que je trouve extrêmement important aujourd'hui, et échanger avec vous et j'espère qu'on aura, voilà, que cet échange vous sera utile et nous sera fructueux à tous. Alors, je me permets de me présenter pour que vous sachiez aussi d'où je parle. Et je pense que c'est important de savoir d'où parle celui qui pense transmettre une connaissance sur un sujet. Je suis née à Moscou, dans une famille soviétique, c'est-à-dire avec des racines extrêmement mélangées dans différents coins de l'Union soviétique, mais aussi voilà, très imprégnée, je dirais, de la vision de Moscou comme étant quasiment le centre du monde, en tout cas le centre de ce monde-là. Je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans et j'ai fait donc la totalité de mes études supérieures et une partie de mes études secondaires en France, en faisant tout d'abord un doctorat qui portait sur la société russe des années 90 et 2000. J'ai fait une thèse de doctorat qui portait sur le mouvement des mères de soldats en Russie, qui était une organisation très connue à l'époque et je dirais qui était perçue comme étant influente. Donc la question de l'armée russe, des soldats russes et des guerres conduites par la Russie a été au centre de mes préoccupations assez tôt. Par la suite, alors j'ai vécu et travaillé à la fois en Russie, mais aussi plusieurs années en Ukraine et plusieurs années en Biélorussie, et conduit des recherches, alors en Biélorussie non, parce que c'était un peu spécifique, mais sur le terrain ukrainien, oui, pendant plusieurs années. Et j'ai notamment travaillé aussi sur des combattants, ou plutôt des anciens combattants, les vétérans de la guerre que l'Union soviétique a menée en Afghanistan, donc les vétérans ukrainiens de la guerre d'Afghanistan. Et puis, la manière dont ils s'intégraient dans la société, la manière dont ils voyaient cette guerre qui était perçue comme injuste a posteriori dans la société russe comme dans la société ukrainienne. Et puis arrive là-dessus la révolution du Maïdan, et l'ensemble de la quasi-totalité de mes interviewés se trouve sur la place Maïdan dans une révolution qui visait à renverser le gouvernement de Viktor Yanukovych. Et puis l'annexion de la Crimée a lieu, les insurrections démarrent dans le Donbass, et ces vétérans, ces hommes de 40-50 ans, prennent les armes pour aller combattre dans le Donbass, massivement, hein, le groupe avec lequel j'étais en contact. Et donc, je dirais que très, très clairement, mon sujet de recherche est devenu la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui n'a pas démarré en février 2022, mais qui a démarré en 2014. Je pense que c'est important de l'avoir en tête, et notamment les combattants de cette guerre. Et donc, cette question des combattants des deux côtés de la ligne de front, je continue à la traiter dans mes recherches. Alors, si vous voulez, là, si
si ce sujet-là précisément vous intéresse pour une série de questions, bien évidemment, on pourra échanger à ce sujet. Mais ce dont je voulais vous parler en essayant de ne pas être trop longue, ça va être compliqué. Donc, je compte sur Dominique pour m'arrêter. Je voulais davantage, je dirais, donner quelques clés de lecture d'un point de vue qui est peut-être un petit bout de la lorgnette, mais qui me semble un bout de la lorgnette important, le point de vue des sociétés, la société russe et la société ukrainienne. On peut avoir plusieurs lectures de cette guerre qui est actuellement en cours. On peut avoir une lecture géopolitique, c'est souvent le cas. On peut avoir une lecture économique, on peut avoir une lecture stratégique et militaire. Je dirais que sur toutes les dimensions que j'ai énumérées, je ne suis pas compétente, sans nier la pertinence de ces angles d'approche. Mon angle d'approche est celui de la sociologie politique de la Russie et de l'Ukraine. Et donc la question que je pose, c'est ces sociétés qui sont en guerre aujourd'hui, eh bien, je dirais, on a la question, le terme de pays frère a été, de peuple frère a été évoqué. Il a été utilisé par Vladimir Poutine, qui va même beaucoup plus loin en disant non seulement que l'Ukraine et les Ukrainiens et les Russes sont des peuples frères, mais qui sont un même peuple. Hein. Donc je dirais que cette guerre a démarré avec une affirmation de similitude entre les deux populations, violemment rejetée par les Ukrainiens, bien avant la guerre. Et donc, je souhaiterais poser la question très sérieusement de ce qui unit et de ce qui sépare, je dirais, les deux sociétés, la société russe et la société ukrainienne, et vous donner quelques éléments de choses qui sont peut-être un petit peu moins connues. Aujourd'hui, on commence à se poser la question on commence à se demander est-ce que cette guerre était inscrite quelque part dans l'ADN de la relation russo-ukrainienne. Les Ukrainiens, aujourd'hui, en 2023, vous diront oui, pour la plupart d'entre eux. Vous diront oui au nom, je dirais, d'un projet oppresseur que la Russie aurait exercé à l'égard de l'Ukraine tout au long de son histoire. Les Ukrainiens aujourd'hui inscrivent cette histoire, cette guerre dans un temps long d'agressions répétées. Hein. Et donc, je dirais, tout ce qui a pu faire le commun apparaît aujourd'hui comme inacceptable, comme factice, comme paravent en fait à une oppression. Sans nier bien évidemment la nature de cette oppression, je souhaiterais, poser les choses un petit peu à plat avec les éléments qui nous sont disponibles. La vision de l'autre est beaucoup plus compliquée du côté russe et on pourra éventuellement revenir là-dessus. Alors donc cette question, plus fort, bien sûr. Alors cette question du commun et des différences. Alors je souhaiterais en fait évoquer deux choses. La première, c'est se poser la question, de manière relativement limitée, la question de l'histoire commune. Hein. On répète souvent que la Russie et l'Ukraine ont partagé la même histoire, ce qui est en partie vrai, mais en partie seulement. Et ensuite, j'évoquerai la question, je dirais, des sociétés contemporaines, c'est-à-dire ça fait plus de 30 ans que la Russie et l'Ukraine sont deux États indépendants, et les sociétés ont aussi été déjà différentes au point de départ d'une certaine manière et ont surtout ont connu une certaine évolution. Et puis, je terminerai, si j'arrive à être extrêmement synthétique, sur la question de ce qui s'est brisé, en fait, depuis 2014, entre les sociétés russes et ukrainiennes. Alors, l'histoire d'abord, hein, une histoire partiellement commune. Alors, partiellement commune déjà pour une raison extrêmement simple, c'est que tous les territoires qui composent aujourd'hui l'Ukraine n'ont pas été rattachés, je dirais, à Moscou administrativement et politiquement au même moment. Tous les territoires qui composent aujourd'hui l'Ukraine n'ont pas fait partie de l'Empire russe. Et je dirais que si tous ont fait partie de l'Union soviétique, ils n'ont pas intégré l'Union soviétique au même moment. Et nous avons un certain nombre de régions, notamment à l'ouest du pays, la Galicie et la Bucovine, mais aussi au sud du pays, qui ont intégré l'Union soviétique et intégré, j'utilise ici un terme neutre, dans des conditions qui n'ont rien de neutre, à savoir à l'occasion du partage du territoire européen dans le cadre du pacte Molotov-Ribbentrop entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Donc ça, vous voyez, c'est un point qui compte. Un autre point qui compte, je dirais, tout au long de cette histoire, même partagée, c'est que tout au long de cette histoire, Moscou a été le centre et Kiev a été la périphérie.
Et ça a changé énormément de choses en termes d'imposition des institutions, en termes d'imposition culturelle, en termes de, de carrière, de perception de soi, d'autonomie dans la prise de décision. Donc, certes, les États, les républiques faisant partie de l'Union soviétique étaient administrativement et politiquement officiellement égales. Mais je dirais, ça, c'était au niveau de l'affichage. Sur la réalité des pratiques politiques et sociales, les choses étaient un petit peu, pas complètement exactement comme ça. Troisième élément, je dirais, de cette histoire que l'on dit commune, autant je pense que les Ukrainiens connaissent relativement bien l'histoire de la Russie et l'histoire de l'Union soviétique, notamment parce que ça faisait partie du programme scolaire, et connaissent relativement bien la société russe parce que la migration de travail, par exemple, a été très importante de l'Ukraine vers la Russie, autant la Russie connaît très mal l'Ukraine. Et c'est une chose dont nous n'avons pas conscience la plupart du temps, c'est que en fait, pour beaucoup de Russes, l'Ukrainien est une entité virtuelle. Ils en ont rencontré quelques-uns dans leur relation de travail, dans leur voisinage, mais connaissent très mal cette société, son histoire, ses points douloureux et ses préoccupations politiques, culturelles, sociales, linguistiques. Dans cette histoire en partie partagée, il y a plusieurs moments traumatiques. J'en mettrai 3 en avant. Traumatiques et je dirais inégalement perçus des deux côtés de la frontière. Le premier, c'est la Grande Famine, ou Holodomor, qui est un événement, je dirais, qui s'intègre dans le grand cycle des répressions staliniennes des années 1930. Alors, de quoi s'agit-il ? Staline lance, à la fin des années 1920, la collectivisation des campagnes, c'est-à-dire que les paysans, les fermiers individuels doivent céder leurs terres et leur bétail et les regrouper dans le cadre de fermes collectives d'État et devenir des salariés de ces fermes d'État. Cette politique rencontre des résistances partout sur le territoire de l'Union soviétique. Et partout, ces résistances sont très violemment réprimées. La résistance est tout particulièrement violente en Ukraine. Il faut dire qu'il s'agit de terres extrêmement fertiles, de paysans plutôt prospères. Vous vous rappelez les terres noires, les terres noires ukrainiennes. Et donc, cette résistance est forte, qui va d'abord être réprimée comme elle a été réprimée ailleurs en Union soviétique, par des emprisonnements, par des exécutions, par des déportations de paysans. Mais ensuite, entre 1931 et 1933, cette répression prend une forme très particulière de famine artificielle. C'est-à-dire que le pouvoir soviétique va enfermer les Ukrainiens dans les villages, leur confisquer non seulement la totalité de leurs récoltes, de leurs semis, de leur bétail, mais toutes les réserves alimentaires, et les laisser mourir de faim, dans une famine complètement artificielle. La famine artificielle, le Holodomor, aurait fait environ 4 millions de morts sur le territoire ukrainien. C'est une page extrêmement douloureuse pour l'histoire de l'Ukraine, totalement ignorée en Russie. Officiellement, les famines doivent faire partie de l'histoire de l'Union soviétique dans les manuels d'histoire. En réalité, dans certains, on ne trouve rien, dans d'autres, on trouve à peine une ligne où c'est assez minimisé, à égalité avec d'autres formes répressives. Et donc, vous voyez, il n'y a pas seulement l'idée d'avoir un vécu différent, mais c'est aussi, je dirais, le regard sur cette histoire. Pour les Russes, eh bien, les Russes n'ont pas du tout conscience de ce caractère traumatique de la Grande Famine. Or, pour les Ukrainiens, il s'agit aujourd'hui, officiellement qualifié par la législation ukrainienne, il s'agit aujourd'hui d'un acte de génocide qui a été perpétré contre la nation ukrainienne. On pourra revenir sur le qualificatif de génocide. Deuxième élément, et je vais essayer de passer le plus vite possible, alors que ça mérite sincèrement qu'on passe 10 heures là-dessus, rien que là-dessus, c'est la question de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez souvent entendu, je pense, des accusations parlant d'ultranationalistes ukrainiens au cours de la Seconde Guerre mondiale, collaborateurs des nazis, participants à la Shoah. Oui, bien évidemment, les historiens ne nient pas ces faits historiques. Cependant, il faut les mettre à la fois dans leur contexte et dans une certaine, je dirais, perspective, dans une mesure. Le contexte est celui d'une annexion violente
de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine de l'Ouest et ce qui était la Pologne orientale par l'Union soviétique suite au protocole additionnel du pacte Molotov-Ribbentrop. Violente et meurtrière, qui suit d'ailleurs la période de répression stalinienne et qui fait que pour les mouvements nationalistes ukrainiens qui existent à ce moment-là en Pologne, comme ils existent dans d'autres, vous voyez, en ce milieu de XXe siècle, dans d'autres États européens, je dirais qu'entre deux mots, les nazis et les soviétiques, eh bien, un certain nombre d'Ukrainiens vont faire le choix des nazis, en considérant que les soviétiques sont ceux qui portent la violence et sont le principal ennemi à combattre. Il va y avoir bien évidemment une collaboration. Aujourd'hui, on estime à 200 000 environ les Ukrainiens qui ont combattu dans une qualité ou une autre du côté des nazis. On estime à 4 millions le nombre d'Ukrainiens qui ont combattu les nazis du côté de l'Armée rouge. Donc vous voyez, cette collaboration n'est ni plus ni moins, je pense, fréquente qu'elle ne l'est dans ces territoires européens où c'est compliqué, où les choses sont compliquées et les violences se succèdent. Il y a un excellent livre qui porte sur ce sujet, sur les violences qui passent sur ce territoire ukrainien, qui est le livre Terre de sang de l'historien Timothy Snyder, Bloodlands, qui qualifie ces terres de terre de sang. Alors là, vous voyez, une fois de plus, on a un moment compliqué de l'histoire ukrainienne, avec notamment la figure de Stepan Bandera, qui était l'un des leaders de ce mouvement nationaliste, qui par ailleurs n'a pas participé, c'était un terroriste notoire qui a participé à une série de pogroms, oui, à des assassinats de Polonais, oui, mais qui n'a pas participé à la Shoah, dans la mesure où il a passé l'essentiel de la guerre dans un camp de concentration nazi emprisonné par les Allemands. Donc, mais en tout cas, bien évidemment, c'est une figure plus qu'ambiguë, qui aujourd'hui, en fait, tout au long de ces années post-soviétiques, ça a été compliqué pour les Ukrainiens de savoir quoi faire de Bandera. C'est-à-dire que d'un côté, on a celui qui a tenté de collaborer avec les nazis, et puis de l'autre, on a le combattant pour l'indépendance ukrainienne, le féroce combattant pour l'indépendance du pays. Et donc, ça n'a cessé de faire débat au sein de la société ukrainienne. On a nommé des rues du nom de Bandera, et ça a provoqué un tollé au sein de la société civile. Vous voyez, on ne cesse de monter et de démonter des statues à ce personnage. Les Ukrainiens se confrontent à une histoire douloureuse et compliquée, et le débat a cours dans la société. Il n'y a pas de débat dans la société russe. Il n'y a aucun débat sur la Seconde Guerre mondiale, ni sur des questions de collaboration, par exemple, des citoyens russes, parce qu'aucun Russe n'est censé avoir collaboré. Le sujet est complètement tabou. On a parlé, en fait, les défenseurs des droits de l'homme parlent aujourd'hui pour la Russie de crimes contre l'histoire. En évoquant cette dimension, en disant qu'en fait la recherche historique, et notamment la recherche sur la guerre, est aujourd'hui légalement interdite et un historien peut être puni s'il nie le rôle positif ou s'il donne une image négative des actions de l'Armée rouge au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc les Russes n'ont jamais eu une chance de se poser des questions compliquées, voyez, et de s'interroger sur des personnages ambigus. Et ça aussi, ça fait une différence notable entre les deux sociétés. Et c'est un des éléments qui explique aussi la facilité de leur basculement dans l'idée d'une guerre juste aujourd'hui, parce que ils sont censés n'avoir combattu que dans des guerres justes. Alors, vous voyez, ça, c'est deux exemples seulement de choses qui sont de moments historiques pourtant partagés, mais qui ont été vécus très différemment par les Russes et par les Ukrainiens. Alors bien évidemment, vous voyez, il y a dans cette histoire néanmoins des éléments qui ont fait du commun. Et je pense que si vous êtes un voyageur non averti et que vous traversiez avant la guerre l'Ukraine pour vous rendre en Russie, vous pourriez presque ne pas remarquer les différences de paysages urbains. Voyez, vous pourriez retrouver des choses familières, des manières de s'habiller identiques, des manières des habitudes alimentaires semblables, un tissu urbain qui se ressemble, et puis aussi, je dirais, des mémoires qui sont des mémoires partagées des périodes plus tardives, des périodes d'après-guerre. Les Russes et les Ukrainiens ont reçu la même éducation à l'école, ils ont regardé les mêmes films, écouté les mêmes chansons, voyez, partagé les mêmes idées à certains moments, et donc bien participer
à la construction de l'État soviétique dans le cadre de l'industrialisation. Les populations se sont énormément mélangées aussi, notamment dans des zones industrielles comme le Donbass, où la guerre a démarré et qui était un lieu de population extrêmement mixte. Donc vous voyez, tout ça, ça faisait, je dirais, une sorte d'hybridité qui avait un sens pour les Ukrainiens comme pour les Russes avant la guerre. Cette hybridité pouvait-elle être une hybridité, je dirais, d'oppression, où quelque chose était, où un certain nombre des références culturelles, par exemple le russe, ont été imposées en Ukraine? Les Ukrainiens se posent la question aujourd'hui. Les Ukrainiens se demandent aujourd'hui si, au final, eh bien, le fait d'avoir de la littérature russe dans leur programme scolaire, est-ce que ce n'était pas un acte de colonisation culturelle? Voyez, est-ce que dire que la culture russe devait être étudiée parce que c'était la grande culture, ça ne revenait pas à dire que la culture ukrainienne ne mérite pas d'être étudiée parce que c'est une petite culture? Voyez, et ceci d'autant que au cours des décennies soviétiques, et notamment en parallèle de la Grande Famine, les élites intellectuelles et artistiques ukrainiennes ont été très largement réprimées et décimées par le pouvoir de Moscou. Donc on a, vous voyez, je dirais, cette idée, cette hybridité, aujourd'hui, les Ukrainiens la vivent comme une oppression. Et je pense que si cette idée du commun, vous voyez, de ce qu'on partage, des mémoires que l'on partage qui peuvent être positives, ça pouvait s'entendre avant la guerre, ça pouvait encore s'entendre un peu entre 2014 et 2022. Aujourd'hui, ce message-là n'est plus entendable. Et le commun le passé commun est rejeté. Alors voilà, j'ai été très brève sur l'histoire, peut-être quelques éléments sur les sociétés telles qu'elles ont évolué après l'indépendance, donc il y a 30 ans. En 1991, lorsque l'Union soviétique disparaît, le modus operandi qui est choisi est de conserver les frontières qui étaient celles des anciennes républiques socialistes soviétiques, de ne pas revenir sur les frontières. Et ce qui était en fait les frontières administratives à l'intérieur de l'URSS, eh bien, c'est devenu des frontières des nouveaux États indépendants. Avec, bien évidemment, vous voyez, dans chacun des nouveaux États indépendants, eh bien, un certain nombre de populations, d'habitants ethniquement russes, parce que eh bien, la mobilité des Russes a été très importante dans les autres républiques de l'Union soviétique, tout comme la mobilité des autres a été importante. Vous voyez, ça a beaucoup circulé, avec un grand nombre de populations russophones, mais qui ne sont pas russophones forcément parce que, enfin voilà, dont la russophonie peut prendre des formes très différentes et être là pour des raisons différentes. Mais en tout cas, on ne revient pas sur les frontières, quelles qu'aient été les conditions de leur évolution. Alors, que deviennent ces sociétés? Eh bien, ces sociétés prennent des chemins très différents. Sur les 15 républiques qui ont composé l'Union soviétique, il y a 15 parcours politiques et sociaux qui ne se ressemblent pas. Vous voyez, il y a 15 livres qu'on peut écrire d'évolution politique complètement différentes de chacune des anciennes républiques soviétiques. Et je dirais c'est normal. Leur position géographique n'est pas la même, leur voisinage n'est pas le même, la taille n'est pas la même, les ressources ne sont pas les mêmes. Et il y a par ailleurs, pour chacun de ces nouveaux États, une recherche d'une manière d'écrire une identité qui leur soit propre, qui ne soit pas seulement l'identité commune avec les Russes, mais quelque chose qui fasse la différence. Les Ukrainiens ont fait ça, mais je dirais dans tous les autres pays issus de l'ex-URSS, ce travail de construction nationale a eu lieu. Alors, qu'est-ce que ça donne en Ukraine et en Ukraine? Alors, je dirais le seul pays qui n'a jamais eu à réfléchir sur sa construction nationale, sur ce qui fondait son identité, sur ce qui faisait sa singularité, eh bien, c'est précisément la Russie. Vous voyez, la Russie n'allait pas écrire une histoire différente de l'Union soviétique, puisqu'elle juridiquement, elle était le successeur de l'Union soviétique, mais aussi, je dirais, en termes d'identité, elle se voyait comme l'héritier direct
l'héritier direct de l'URSS. Et donc, on peut se poser la question aujourd'hui, si ne pas avoir réfléchi à ce que ça veut dire être russe, eh bien, ça implique que l'on se considère toujours un peu comme, voyez, comme représentant d'un empire, enfin, comme centre impérial. Je souhaiterais évoquer en quelques mots la question de la langue, la question de la culture, la question du régime politique et peut-être ce que change l'expérience de la guerre en fait entre la Russie et l'Ukraine, l'expérience des guerres passées. Hein, je ne parle pas de la guerre entre les deux pays. Alors la langue. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore en fait, ou sur lesquelles il y a des mésinterprétations sur la question linguistique en Ukraine. On a souvent décrit ce pays comme étant divisé entre des russophones et des ukrainophones. Rien ne pourrait être plus faux. Ce n'est pas un pays divisé entre russophones et ukrainophones, c'est un pays bilingue. Au sens où le contrat linguistique est le suivant, la totalité du pays maîtrise les deux langues. Chaque Ukrainien comprend l'ukrainien et le russe, chaque Ukrainien parle l'ukrainien et le russe, avec un certain niveau de confort pour l'ukrainien. Vous avez des populations qui comprennent parfaitement l'ukrainien mais le parlent un petit peu moins bien, et surtout avec une histoire de préférence. Vous voyez, une histoire de préférence, c'est-à-dire que jusqu'à la guerre, le contrat linguistique était le suivant. Je te parle dans la langue de mon choix, tu me réponds dans la langue de ton choix. Qui donnait des situations qui, vues d'ici, paraissent un peu étranges. Une interview à la télévision, le journaliste pose la question dans une langue, l'interviewé lui répond dans l'autre. Deux personnes qui discutent dans la rue en marchant côte à côte, deux amis, un qui parle en russe, un autre qui parle en ukrainien. Vous voyez, avec une fluidité et une souplesse importante. Ou encore, à l'école, le manuel scolaire est en ukrainien, le prof parle en russe et fait son cours en russe. Vous voyez, donc tout ça, ça a donné des situations souples et fluides où il y avait certes un clivage, pas un clivage, mais disons une gradation entre l'Est et l'Ouest, Ouest plus ukrainophone, Est plus russophone, une différence entre ville et campagne, campagne plus ukrainophone, ville plus russophone, et puis une question générationnelle. Personnes âgées plus russophones, jeunes plus ukrainophones. Mais vous allez me dire, le russe et l'ukrainien, c'est quoi? Est-ce que c'est des langues véritablement différentes? Les linguistes considèrent qu'en termes lexicaux, la distance entre le russe et l'ukrainien est à peu près équivalente à la distance entre le français et le portugais. Donc on est en présence de langues très différentes avec des racines communes. Quand un locuteur du russe entend parler ukrainien, il saisit le sens général de la conversation, mais pas précisément ce qui est dit. Voyez. Donc on est sur cette situation de fluidité dans laquelle d'ailleurs, s'il y avait une langue opprimée, eh bien ce n'était pas l'ukrainien, ce n'était pas le russe, c'était plutôt l'ukrainien. À l'indépendance de l'Ukraine, l'ukrainien est vu comme une langue de bas étage, une langue arriérée, une langue locale, une langue qu'il ne faut pas forcément parler quand on veut faire carrière, alors que le russe est vu comme la langue de l'éducation, de la civilisation et de l'ascension professionnelle et sociale. L'essentiel des publications des médias à l'indépendance sont en russe. Et je dirais, en amont du démarrage de la guerre dans le Donbass, vous voyez, dans la décennie 2010, vous aviez encore une majorité de journaux et de magazines qui étaient publiés en russe en Ukraine. Et ce pourquoi on luttait pour introduire de l'ukrainien là-dedans, même si l'ukrainien était officiellement la langue de l'État. Alors avec cette guerre, oui, la langue n'était pas perçue comme... Elle était perçue comme politisée, bien évidemment, parce qu'un certain nombre d'acteurs s'appropriaient de cette question linguistique, mais je dirais un certain consensus fonctionnait. En revanche, depuis la guerre, depuis que la Russie utilise la langue comme motif d'intervention militaire, on intervient pour protéger les russophones, parce que les russophones seraient opprimés. Eh bien, pour les Ukrainiens, la langue est devenue politique. Et donc aujourd'hui, ce que l'on constate, on le constate depuis 2014, mais de manière encore plus flagrante depuis février 2022, des personnes qui étaient plutôt russophones dans leur vie quotidienne, y compris dans leur vie familiale, passent massivement à l'ukrainien et abandonnent le russe. Sous prétexte de protéger la russophonie,
eh bien, je dirais que le pouvoir du Kremlin a fait complètement l'inverse, hein, et fait complètement diminuer la place du russe qui est désormais associé à l'agresseur. La même chose dans le domaine culturel, hein. Dans le domaine culturel, je dirais l'hybridité et la mixité étaient plutôt un mode de fonctionnement dans la société ukrainienne. Avec parfois une acceptation de choses qui faisaient un peu grincer les dents les Ukrainiens. Pensez à l'écrivain Mikhail Bulgakov, hein. Bulgakov, qui a vécu à Kiev pendant de nombreuses années et qui a, sur une des rues les plus touristiques de Kiev, une maison-musée où il aurait écrit son livre La Garde Blanche, un lieu très fréquenté par les touristes, un peu compliqué pour les Ukrainiens. Un peu compliqué pourquoi ? Bien parce que Bulgakov, dans son livre, décrit les Ukrainiens dans des termes absolument pas élogieux, hein, et je dirais un peu raciste. On peut, vous voyez, vu du regard contemporain, en tout cas avec un regard politique contemporain. Pendant toutes ces années, ça a fait grincer quelques dents, mais on a accepté, vous voyez, cette mixité et cette hybridité. Depuis le début de la guerre, les appels à fermer la maison-musée Bulgakov se multiplient parce qu'une fois de plus, on perçoit cette culture comme étant une culture qui a écrasé la culture ukrainienne. Même chose pour Nicolas Gogol. Alors, d'une autre manière, Gogol décrit souvent, vous voyez, nous, dans nos bibliothèques, Gogol serait rangé au rayon littérature russe. Or, auteur ukrainien. Et donc, si vous voulez, pour les Ukrainiens aujourd'hui, cette imposition, cette russification de tout ce qui était nommé comme russe par la Russie, hein, est un véritable problème et devient un problème politique. Alors ça, c'est pour les éléments linguistiques et culturels. La question du fonctionnement politique des deux sociétés. Là aussi, on a deux sociétés qui ont évolué de manière très différente. Alors, comme je fais de la sociologie politique, oui, je pourrais, là, pareil, je vais essayer de me contrôler et de rester extrêmement simple et synthétique. Mais on a d'un côté russe, un régime politique qui est allé dans le sens d'une centralisation et d'une verticalisation de plus en plus grande, contrôle des ressources, contrôle politique, avec cette idée qui ne vous étonnera pas d'un chef de l'État qui s'installe et qui se maintient au pouvoir. Cette centralisation, elle peut avoir plusieurs explications, hein, et la question de la nature des ressources et de la nécessité de contrôler les ressources peut être complètement centrale. Enfin, elle peut jouer là-dedans, mais c'est une dynamique, c'est une dynamique un peu compliquée, mais on voit bien dans le sens dans lequel ça va. Et un régime autoritaire qui s'est installé depuis plusieurs années. On peut discuter des qualificatifs de ce régime. Alors, qu'en est-il en Ukraine ? L'Ukraine a été souvent décrite comme un régime oligarchique, hein. De fait, elle l'est. Mais qu'est-ce qu'une oligarchie ? Une oligarchie, c'est des hommes d'affaires. Enfin, elle l'était avant la guerre. On ne sait pas quel sera le régime politique de l'Ukraine après la guerre. Aucune idée. Un régime oligarchique, eh bien, c'est des acteurs économiques puissants qui vont chercher à contrôler la politique. Donc chacun va chercher à contrôler un parti ou plusieurs acteurs politiques, à avoir le contrôle d'une chaîne de télévision, d'un média écrit, d'un certain nombre d'actifs économiques. Sauf que dans Oligo, comme dans Oligo-éléments, il y en a plusieurs. D'accord ? Et donc en fait, je dirais que ce régime oligarchique a été un régime fondamentalement pluraliste. C'est-à-dire que effectivement, des hommes d'affaires se sont affrontés dans l'ordre, mais le verdict était dans les urnes. D'accord ? Et jamais aucun n'a réussi à prendre le pouvoir et à instaurer quelque chose comme un contrôle autoritaire. On est dans un système qui a énormément de défauts, mais qui est fondamentalement allergique à l'autoritarisme et au contrôle total du pouvoir. Les contre-pouvoirs sont extrêmement nombreux. Donc, ceci même avant la révolution du Maïdan. Depuis la révolution du Maïdan et depuis la guerre, il y a une demande très forte de la société pour une transformation politique et une intolérance de plus en plus forte aux oligarques et à la corruption. Où est-ce qu'elle va aller dans l'après-guerre ? On ne peut pas le savoir, mais en tout cas, le contrôle social s'est imposé petit à petit tout au long de ces dernières décennies.
Et enfin, dernier élément, et je pense que je vais m'arrêter là, et peut-être que l'engrenage de la guerre, on pourra l'évoquer autrement. Pour moi, il y a un élément qui distingue fondamentalement les sociétés russes et ukrainiennes aujourd'hui, c'est une expérience différente de la violence. La Russie a conduit des guerres quasiment depuis la chute de l'Union soviétique. Pensons à la chute de l'Union soviétique intervient en 1991. Dès 1994, la Russie mène une guerre en Tchétchénie. 1994-1996, puis ensuite redémarrage à partir de 1999 avec une fin incertaine, officiellement datée de 2004. Mais de fait, vous voyez, c'est entre 2004 et 2009. Intervention militaire russe en Géorgie. Intervention militaire russe en Syrie, intervention militaire russe dans le Donbass. On a en fait une société qui, en permanence, en fait, où des citoyens sont en permanence envoyés sur le front. Et dans un certain cas, vous voyez, ce n'est pas forcément des militaires professionnels, mais au moins sur les guerres en Tchétchénie et en Géorgie et aussi dans le Donbass, eh bien, c'est parfois des tout jeunes soldats, voire des conscrits qui font leur service militaire, qui sont envoyés combattre et mourir pour une guerre dont on dira ensuite qu'elle n'avait pas énormément de sens. Cette expérience de la violence de cette guerre est également, je dirais, elle est présente dans l'armée russe tout au long des années 90 et 2000, et j'ai beaucoup travaillé sur les violences dans l'armée, mais elle s'est aussi diffusée dans la société. Je pense qu'il y a eu des travaux de recherche là-dessus. Les pratiques violentes qui ont été celles de la guerre se sont diffusées dans la société russe et dans l'institution militaire. Et je dirais qu'un certain nombre de choses qui sont faites par l'armée russe, un certain nombre de crimes qui sont commis par l'armée russe aujourd'hui sur le terrain en Ukraine, eh bien, sont une reproduction de pratiques courantes, de pratiques acceptées et acceptables de l'armée russe, notamment sur le territoire tchétchène. Donc cette continuité joue un rôle. L'Ukraine, quant à elle, n'a pas connu de guerre sur son territoire entre la fin de la Seconde Guerre mondiale ou dans son voisinage, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'annexion de la Crimée et la guerre dans le Donbass. En revanche, je pense que l'une des choses qui compte aussi pour la société ukrainienne, c'est que depuis 2014, c'est une société en guerre. Et c'est une société en guerre qui a dû se transformer dans cette guerre, notamment parce qu'en 2014, lorsque l'annexion de la Crimée a lieu et la guerre dans le Donbass démarre, l'armée ukrainienne est incapable de combattre. On estime à très peu, à quelques milliers, le nombre d'hommes capables de prendre les armes. L'armée est en totale déliquescence pour tout un tas de raisons. Et en fait, c'est des citoyens ordinaires qui s'engagent et qui partent sur le front. Des civils ordinaires qui partent combattre, notamment dans la première année de la guerre dans le Donbass. Et je dirais que si l'essentiel de ces civils sont revenus à leur vie ordinaire entre 2016 et 2022, la guerre est restée un horizon d'action pour ces Ukrainiens et un horizon d'attente pour la société ukrainienne. Lorsque l'armée russe attaque en février 2022, c'est un choc pour les Ukrainiens. La veille au soir, tous les restaurants étaient ouverts à Kiev, voyez, et les gens vivaient leur vie ordinaire. C'est un choc, mais ce n'est pas une surprise, et chacun sait exactement ce qu'il a à faire, parce qu'il y a eu 8 ans de guerre auparavant qui ont façonné et transformé la société. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe en Russie. Alors, peut-être que je vais m'arrêter là, et puis on reviendra, si vous le souhaitez, sur la manière dont cette guerre est perçue des deux côtés de la ligne de front. Merci, chers collègues. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement riche, extrêmement précis. Alors évidemment, j'ai ma liste de questions, mais vu l'affluence, je pense que c'est à la moindre des courtoisies que de laisser la parole au public. J'imagine qu'il y aura certainement beaucoup de questions. Sinon, rassurez-vous, j'en ai. On va faire circuler le micro parce qu'on a quelques personnes qui nous suivent à distance. Donc, si on veut qu'ils nous entendent. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si les Ukrainiens considèrent leur histoire commune avec la Russie comme une histoire coloniale, dans le sens où, par exemple, le fait que le servage a été instauré par la Russie en Ukraine, ou les politiques très dures d'Alexandre III sur les minorités ethniques, ou
la répression des mouvements d'indépendance nationaux pendant la Première Guerre mondiale? Est-ce qu'ils ressentent ça comme une histoire coloniale? Merci beaucoup pour cette question. On prend une par une? Ok, ça marche. Alors, la lecture coloniale ne faisait pas du tout l'unanimité dans l'Ukraine avant la guerre, avant 2014. Et je dirais même, elle ne faisait pas complètement l'unanimité entre 2014 et 2022. Même si la grille coloniale commençait à être utilisée. Alors, je pense que voilà, il y avait plusieurs arguments qui étaient mis en avant par les personnes qui disaient non, on n'est pas dans une situation coloniale, qui étaient d'ailleurs les mêmes qui étaient utilisés par les chercheurs travaillant sur les colonisations et les décolonisations et les études coloniales dans nos pays. D'une part, on se disait que l'Union soviétique ne ressemblait pas aux autres colonies. On était dans une continuité territoriale. Ce n'était pas quelque chose qui était outre-mer, par exemple, comme souvent des colonies. D'autre part, il y avait une égalité des droits officiels entre les Ukrainiens, tout au long à l'époque soviétique en tout cas, à l'époque soviétique, entre les Ukrainiens et d'autres populations de l'Union soviétique. Alors, on soulignait effectivement l'inégalité des citoyens ukrainiens et les droits moindres sous l'Empire russe, mais on se disait que les 70 années de l'Union soviétique avaient finalement compensé la chose. On soulignait, je dirais, l'hybridité, le commun, aussi la présence d'acteurs, la présence d'Ukrainiens au sein des structures du pouvoir soviétique, y compris assez haut au sommet du pouvoir, ce qui n'était pas le cas de tous les citoyens soviétiques. Vous voyez, on n'a jamais eu un balte dans les instances décisionnaires de l'Union soviétique. On a eu très peu de centra-asiatiques. En revanche, des Ukrainiens et des Biélorusses, oui, il y en a eu. Donc voilà, tout un tas d'éléments comme ça. Et puis, autre élément, alors c'était moins mobilisé par les Ukrainiens, mais c'était plus mobilisé ici. L'Union soviétique était perçue comme une puissance amie des décolonisations. Et donc, il n'était pas entendable qu'un pays qui est l'ami des indépendances nationales un peu partout sur le globe puisse être colonisateur en fait sur son propre territoire. Mais je dirais que depuis l'agression, la grille coloniale est devenue complètement, la lecture coloniale est devenue complètement dominante. C'est-à-dire que toute l'histoire de l'Ukraine est aujourd'hui réexaminée sous ce prisme colonial avec l'idée d'une continuité historique qui irait donc de l'Empire russe à l'Union soviétique, mais aussi aux années post-soviétiques où, disons, l'emprise s'est un petit peu affaiblie, mais néanmoins s'est maintenue, et la guerre actuelle, en fait, serait la preuve de cela, et elle est vue aujourd'hui par les Ukrainiens comme une guerre recolonisatrice russe. Et leur propre combat est vu comme un combat décolonisateur. Oui, bonjour. Vous avez parlé des sociétés soviétiques et sociétés ukrainiennes. Par contre, vous pourriez nous donner des précisions sur les changements politiques qui se sont déroulés au sommet du gouvernement ukrainien dans les années 2010. C'est-à-dire dans les années 2010, vous voulez parler de la révolution orange ou vous voulez parler Orange et puis tout le reste, okay. Ces coups d'État, entre guillemets, qui se sont déroulés au sommet au sommet de l'État ukrainien. Ok. Merci beaucoup pour cette question. Alors, si vous voulez, l'histoire politique ukrainienne de l'Ukraine indépendante est qualifiée par les acteurs eux-mêmes, je dirais, avec un certain sens de l'euphémisme, d'histoire un peu baroque. Pour ne pas dire bordélique et confuse. Alors, vous avez effectivement, vous voyez, des grands moments de contestation du pouvoir en place et de contestation des résultats. Alors, dans un certain cas, il s'agit de contestation des résultats des élections. C'est le cas de la révolution orange, où il s'agit de 2004, lorsqu'il s'agit de contester en fait une falsification électorale qui aurait été au profit du candidat pro-russe. Donc ça a donné lieu à une mobilisation populaire, un recalcul et effectivement un changement à la tête de l'État au profit d'un pouvoir pro-européen, favorable
à l'adhésion à l'Union européenne. Alors, petite précision, lorsqu'on parle de partis politiques pro-russes ou d'acteurs pro-russes au sein de l'Ukraine, pro-russe ne signifie pas pro-adhésion à la Russie. C'est-à-dire que même les acteurs politiques qui sont considérés, qui se décrivent eux-mêmes comme étant pro-russes, sont pour des relations privilégiées entre deux États souverains. La question de l'intégration de l'Ukraine à la Russie n'a jamais été à l'ordre du jour chez aucun acteur, même le plus amical à l'égard de la Russie. Ça, je referme ma parenthèse. Mais donc, le fameux candidat, vous voyez, qui est débouté par la rue au cours de la Révolution orange, eh bien, il est réélu, il arrive au pouvoir lors de l'élection présidentielle qui suit. Hein. Et cette fois-là, en fait, son élection n'est pas contestée et il s'agit de Viktor Yanukovych qui sera chassé par la suite par la révolution du Maïdan. On a eu une dynamique quasiment régulière d'alternance entre des acteurs politiques au sommet qui étaient plutôt favorables à un rapprochement avec l'Europe et les acteurs politiques au sommet qui étaient plutôt favorables à un rapprochement avec la Russie. Ce qui correspondait aussi à l'état d'esprit, je pense, de la population ukrainienne. Lorsqu'on demande aux Ukrainiens, vous voyez, avant 2014, vers qui est-ce que vous vous voyez dans l'avenir, où est-ce que vous voyez l'avenir politique de votre pays, vous avez grosso modo, avec des petites fluctuations, un tiers qui dit notre avenir c'est plutôt avec les Européens, un tiers qui dit grosso modo notre avenir c'est plutôt avec les Russes, et un tiers qui ne se prononce pas. Et ça correspond bien, vous voyez, à ce qu'était cette société, c'est-à-dire plurielle aussi dans sa perception de l'autre, dans son histoire et dans la manière de se construire. Et je pense que ces alternances au sommet, qui ont pu prendre des formes révolutionnaires à certains moments, mais des formes tout à fait régulières à d'autres, reflètent ce qu'était l'Ukraine. Il y avait une question. L'argumentaire du pouvoir russe utilise beaucoup le nazisme et la lutte contre le nazisme actuellement, et puis historiquement le rôle de l'Union soviétique dans la chute du nazisme. Est-ce que la population russe est au courant du fait que l'Union soviétique a conclu un pacte, le pacte germano-soviétique, et que à cette époque-là, il n'était pas vraiment en lutte contre le nazisme, que du contraire? Merci beaucoup pour cette question. Et je pense, au-delà, on a la question de l'acceptation de cette grille de lecture de une Ukraine néo-nazie, vous voyez, et la lutte contre le nazisme. Vous avez plusieurs étapes, je dirais, dans la manière dont la Russie a approché sa propre histoire. Le pacte germano-soviétique a été quelque chose d'absent des manuels d'histoire. En tout cas, voilà, sa dimension offensive était complètement absente des manuels d'histoire à l'époque soviétique. Et à l'époque soviétique, et aujourd'hui encore en Russie, les dates de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas les mêmes que pour nous. Et je pense que ça a son importance. Les dates de la Seconde Guerre mondiale en Union soviétique, c'est officiellement 1941-1945. Ce qui se passe en 1939 et en 1940, c'est autre chose. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas censé les concerner. Vous voyez, ce qui permet de passer outre aussi un certain nombre de choses, et notamment la manière dont la Russie a pactisé avec l'Allemagne et a attaqué le territoire polonais. Dans les années 1990, on revient sur cette histoire et on réécrit dans une certaine mesure l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. De quoi est-ce qu'on parle? On parle du sacrifice inutile par le pouvoir soviétique d'un grand nombre de troupes. On parle de l'impréparation du pouvoir. On parle de l'exécution d'officiers dans les années ayant précédé la guerre qui ont fait que l'armée rouge a été dégarnie. Mais je dirais qu'il y a tout un tas de questions que l'on ne peut pas aborder. Alors, on aborde le pacte germano-soviétique un peu, mais il y a des questions qu'on ne peut pas aborder. La question de la collaboration ne peut pas être abordée. Et la question des actions des soldats soviétiques sur le terrain ne peut pas être abordée non plus.
Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, les choses que nous savons, par exemple, parce qu'il y a eu des travaux historiques là-dessus, sur les violences exercées par l'armée rouge, par exemple, lors de la prise de Berlin, est totalement absent de l'historiographie russe. Hein. Le soldat soviétique a été un soldat parfait vis-à-vis de la femme, la veuve et l'orphelin et du prisonnier allemand. Dans les choses que l'on ne peut pas aborder non plus, eh bien, il y a, je dirais, la dimension, la pluralité des expériences de la guerre. L'histoire russe a établi un signe d'équivalence entre le soldat soviétique et le soldat russe. Quand on parle de l'armée russe, la Russie qui a sacrifié tellement d'hommes dans la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas l'armée russe qui a sacrifié des hommes, c'est l'armée soviétique composée de soldats russes, ukrainiens, biélorusses, moldaves, ouzbeks. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est voilà. Et la Russie s'est approprié cela. Il y a une chose un thème qui a pu réapparaître dans le débat historique dans les années 1990, mais qui ensuite a été complètement minimisé, c'est la Shoah. Hein. Alors, il est certain que, vous voyez, la Shoah est certes une histoire en grande partie soviétique, puisqu'une grande partie de la Shoah par balle, la première phase avant les camps de concentration, s'est faite sur les territoires qui étaient les territoires de l'URSS, et notamment les territoires de l'Ukraine et des républiques baltes à l'époque. La Shoah était complètement absente des manuels d'histoire soviétique de la Seconde Guerre mondiale. L'historiographie soviétique était négationniste. Il ne pouvait y avoir qu'une seule victime, c'était le peuple soviétique. Et dans ce peuple soviétique, on ne distingue pas des gens par religion ou par ethnicité. D'accord ? Donc en fait, la victime juive n'existait pas en tant que telle. Il y a eu un retour de cela. La parole a pu être prise à ce sujet et des travaux ont pu être menés dans les années 90. Mais aujourd'hui, on est revenu à une minimisation et à une occultation de la Shoah. Une fois de plus, vous voyez, les victimes, c'est pas la dimension ethnique qui compte. Donc, je dirais que les Russes ne sont pas au courant de grand-chose en réalité. Hein. Et aujourd'hui, les manuels d'histoire sont des manuels qui ressemblent beaucoup aux manuels soviétiques où on décrit le soldat soviétique victorieux, le peuple soviétique qui s'est sacrifié et la Russie qui a joué un rôle central dans la libération du monde du fléau du nazisme. Et ce qui facilite en fait le discours actuel du pouvoir qui consiste à dire, eh bien, à nouveau, le monde doit être libéré cette fois-ci du néo-nazisme ukrainien. Et bien évidemment, tout comme par le passé, c'est à nous de le faire. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors d'abord, monsieur, puis bon. Jamais frère à la Russie et l'Ukraine et la Biélorussie. Très intéressante question, la question biélorusse. Parce qu'autant, vous voyez, l'Ukraine est réapparue sur nos cartes mentales, apparue sur les cartes mentales de la plupart des Européens avec cette guerre. Hein. Je pense que beaucoup d'entre nous ne savent, peut-être pas d'entre nous, mais beaucoup d'entre nous collectifs ne savaient pas situer l'Ukraine sur une carte, ni s'étaient posé la question de la spécificité de l'Ukraine avant l'agression. La Biélorussie est encore une tache blanche, à mon sens, pour beaucoup d'entre nous. Alors, qu'est-ce que l'on sait ? On connaît le régime dictatorial de Loukachenko, mais quelle est la société et quel est le contrat social du pouvoir avec cette société ? Et qu'est-ce qui fait la différence des Biélorusses par rapport aux autres ? C'est largement ignoré. Alors, je dirais que le mouvement de construction nationale n'a pas été, ne s'est pas déroulé de la même manière en Biélorussie qu'en Ukraine et dans d'autres pays, notamment parce que le pouvoir très rapidement accaparé par Loukachenko a fait de la proximité avec la Russie un credo, et a vu un danger dans tout mouvement d'affirmation nationale qui aurait été nationaliste. Loukachenko est très peu biélorussophone.
il s'exprime uniquement en russe, et donc la langue biélorusse est devenue la langue de l'opposition politique. Même chose sur la culture biélorusse, vous voyez, qui sont là, qui sont fortes, mais qui sont encore dans une situation d'oppression très très grande. Donc, vous voyez, la Biélorussie est loin, très très loin, d'être un simple appendice de la Russie, mais elle est dans une situation politique d'invisibilité aujourd'hui, très clairement. Merci. Oui, pourriez-vous nous dire quelques mots sur la Crimée? Les commentateurs actuels évoquent souvent cette région comme un peu différente, comme un endroit où l'invasion russe serait un peu moins injustifiée, un peu moins scandaleuse. Qu'en est-il? Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai hésité à introduire la Crimée directe dans la première partie, mais c'est très bien de pouvoir le faire. La Crimée est bien évidemment spécifique. Et je pense que, vous voyez, le premier élément que l'on peut poser, c'est qu'au-delà de la spécificité qu'il peut y avoir dans telle ou telle région de l'ancienne Union soviétique, on peut se poser la question, est-ce que cela suffit pour justifier une annexion d'une partie d'un État souverain? Vous voyez, quelle que soit, je dirais, son identité, enfin, sa composition démographique, son histoire spécifique, etc. Parce que des territoires comme la Crimée, eh bien, il y en a un certain nombre, vous voyez, dans ce qui composait l'Union soviétique. Alors, vous voyez, sur la Crimée, il y a tout un tas de choses que qui sont souvent ignorées. Hein. On dit souvent que la Crimée est peuplée, est une péninsule majoritairement peuplée de russophones, c'est vrai. Majoritairement peuplée de Russes. Alors, démographiquement, ça peut être vrai, mais il faut se poser la question de l'histoire, en fait, qui est celle de ce peuplement russe de la péninsule de la Crimée. Au milieu du 19e siècle, là, et je ne remonte pas au-delà parce que je ne suis pas historienne, donc je ne me permets pas. Au milieu du 19e siècle, quand on regarde la composition démographique de la Crimée, la majorité de sa population n'est pas russe, n'est pas ukrainienne, elle est tatare. Les Tatars de Crimée sont la population autochtone, l'une des populations autochtones de la péninsule qui parle une langue qui n'est pas une langue slave, qui est le tatar, qui est une langue de la famille des langues turques. Les Tatars de Crimée ont été intégralement, il s'agit d'un peuple intégralement déporté par Staline en 1941 en raison d'un soupçon non fondé de collaboration avec les nazis. En 48 heures, la totalité de la population tatare de la péninsule a été mise dans des trains et envoyée en Asie centrale, où ils sont restés au moins jusqu'à la mort de Staline, voire jusqu'à la chute de l'Union soviétique pour certains. Les places libérées par les Tatars ont été occupées par des Russes encouragés à venir s'installer dans la péninsule, qui par ailleurs est un peu le pays de cocagne de l'Union soviétique. Vous voyez, c'est la presqu'île méditerranéenne où il fait bon, où il y a une mer chaude, où il y a des stations de villégiature, etc. Et donc la population est devenue majoritairement russe à partir du moment où les Tatars sont partis. Vous voyez. Alors, l'Ukraine bénéficiait d'un statut très particulier au sein de l'État ukrainien depuis l'indépendance, avec une autonomie, avec des autorités, voilà, avec des institutions élues spécifiques, et avec par ailleurs donc une communauté tatare qui était de retour, avec un parlement tatar et des représentants tatars. Donc, je dirais que, alors certainement, vous voyez, si on posait la question de la proximité de la population de la Russie, on avait certainement en Crimée des groupes d'habitants qui étaient plus proches de la Russie qu'ailleurs en Ukraine. Mais lorsqu'on posait si mes souvenirs sont bons, en 2011, un centre d'études de l'opinion publique posait la question aux habitants de Crimée, pensez-vous que l'Ukraine soit considérez-vous l'Ukraine comme votre patrie? Ils sont plus de 70% à répondre oui. Voyez, donc à mon sens, voyez, ce n'est pas, et on retrouve le même résultat quelques années auparavant.
La Crimée est spécifique, mais ce n'est pas non plus une terre de séparatisme qui n'aurait cherché qu'un moyen de s'exprimer et qu'il aurait trouvé en fait en 2014 avec l'annexion. Mesdames, n'hésitez pas à lever la main. Pour l'instant, l'ensemble des questions étaient masculines. Oui. Bonjour. Je suis tombé sur une interview de Zelensky qui, selon les sous-titres, vu que je parle pas russe, donc je leur fais confiance, qui dit, ouvrez les guillemets, que le fait que Bandera soit un héros pour certains Ukrainiens, c'est cool. C'est ce qui est dit dans les sous-titres. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez déjà entendu parler de cette interview à RBC Ukraine en avril 2019. Et du coup, je voulais savoir c'est quoi le rapport des Ukrainiens à la figure de Bandera depuis 2014 et depuis le début de la guerre. Merci beaucoup pour cette question. Alors, comme je l'ai dit, la figure de Bandera est une figure qui provoque toujours débat dans la société ukrainienne. Depuis 2014, je dirais, il y a eu une sorte de changement de sens des slogans nationalistes et des figures nationalistes face à l'agression russe. C'est-à-dire que, vous voyez, avant 2014, lorsque vous avez peut-être pour beaucoup d'entre vous entendu cette phrase « gloire à l'Ukraine, gloire aux héros », qui est quelque chose que les Ukrainiens utilisent comme slogan. En l'occurrence, il s'agit d'un ancien slogan des nationalistes ukrainiens. Sauf qu'à partir de 2014, les personnes qui se l'approprient n'y mettent pas du tout le même sens. C'est-à-dire qu'on n'a aucun sens raciste là-dedans, bien évidemment aucune dimension antisémite. L'antisémitisme est extrêmement bas en Ukraine depuis de longues années maintenant, depuis l'indépendance en tout cas. Et en fait, ce que l'on retient désormais de ces héros nationalistes, de ces nationalistes considérés comme des héros, c'est la question de la lutte pour l'indépendance et de la lutte pour la souveraineté nationale. Donc aujourd'hui, vous voyez, celui qui va vous répondre, qui va scander « gloire à l'Ukraine, gloire aux héros », ne va pas se référer à la totalité du message des nationalistes, mais va se référer à cette dimension-là. Et c'est la même chose pour la figure de Bandera. Mais une fois de plus, vous voyez, la figure de Bandera, elle fait continuellement l'objet de débats. Alors, Volodymyr Zelensky en lui-même n'a absolument pas le profil du pro-nationaliste ukrainien. Je vous rappelle qu'il s'agit son origine est une origine juive. C'est un juif d'Ukraine, complètement assimilé, comme l'ont été la plupart des juifs soviétiques, russophones, ayant travaillé en Russie pendant plusieurs années, et puis travaillé en Ukraine par ailleurs, et je dirais n'ayant jamais baigné dans ces références-là. Donc je pense que son acceptation de Bandera reflète plus l'idée d'une acceptation du pluralisme dans la société ukrainienne, qui est bien évidemment problématique. C'est un problème. Mais c'est un problème qui est soulevé, c'est-à-dire que cette interview-là avec les sous-titres, elle a été très largement commentée et critiquée, voyez, dans les médias ukrainiens et par les intellectuels ukrainiens. C'est-à-dire que ça arrive, c'est légitime de le dire aujourd'hui sur la scène publique, et c'est immédiatement critiqué. C'est une société qui est encore en train de batailler avec ce passé complexe. Une question. Oui, je voudrais revenir sur le bilinguisme. Est-ce que ce que vous avez dit à ce propos paraît très, très intéressant, parce que dans la présentation qui est faite du conflit dans les médias en général, on a tendance à assimiler russophone à russophile et russophile à supporter de Vladimir Poutine, ce qui est un biais cognitif total et dont apparemment personne n'en a pris conscience. Moi, j'avoue que ça m'a un petit peu bousculé dans ma vision de ce conflit aussi. Mais je m'étonne que les médias ne soient pas plus précises dans la présentation de cette question-là, qui, d'une certaine manière, les médias adhèrent à la propagande de Poutine, qui lui, a tendance à faire cette assimilation entre russophones et russophiles et partisans de la Russie. Alors, le biais était effectivement très fort entre 2014 et 2022.
Ça, on a bataillé pour essayer de déconstruire ça. Et j'irais même un peu plus loin que vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre Russes ethniques et russophones. Hein, vous avez des personnes qui sont russes ethniques et qui sont ukrainiennes, enfin qui s'auto-déclarent, parce qu'en Ukraine, il s'agit d'un principe d'autodéclaration de votre appartenance ethnique, qui s'auto-déclarent comme russes et qui sont néanmoins ukrainophones. Il n'y a pas de lien entre la russophonie et une certaine position politique. Hein, la révolution du Maïdan était en très grande partie russophone. Beaucoup de bataillons qui combattent aujourd'hui sur le front Est sont des bataillons composés de russophones. Et j'irai même plus loin. Oui, le bataillon qui est décrit par la Russie, par la propagande russe, comme étant le plus néo-nazi et le plus extrémiste, le plus nationaliste, le bataillon Azov. C'est une histoire compliquée, le bataillon Azov. Mais les combattants du bataillon Azov, les combattants originels du bataillon Azov, étaient originaires pour l'essentiel de la région de Kharkiv, ville la plus proche de la frontière russe, russophone. Hein, donc il n'y a pas, vous voyez, la russophonie n'est pas une déterminante de votre positionnement dans cette guerre. Ce n'est pas parce que vous êtes russophone que vous vous positionnez d'un côté ou de l'autre. Et une fois de plus, vous voyez, vous avez tout à fait raison, pro-russe, comme ça a pu exister, comme on a pu décrire certaines populations, ne signifie pas désireux d'être intégré à la Russie et sensible au message du Kremlin. Hein, donc, en fait, tout dans cette histoire a été effectivement faux, mais je pense que c'est une grille de lecture qui nous paraît simple. Alors aujourd'hui, les journalistes font beaucoup moins l'erreur, même si j'ai entendu un journaliste de Radio France la faire encore récemment. Mais je pense que quand on aura compris que ça, vous voyez, que la langue ni l'ethnie ne sont la déterminante de ce conflit, on aura compris pas mal de choses sur cette guerre. Bonjour. Quelles sont pour vous les vraies raisons de cette guerre? À votre avis, quand on dit que la Russie a commencé cette guerre pour défendre les Donbassiens qui sont bombardés pendant 8 ans, mais quels arguments, moi, je peux donner, par exemple, à mes amis qui sont en Russie, qui disent, voilà, on est allé pour défendre les pauvres Donbassiens. Quels arguments je peux leur donner pour expliquer quelles sont les vraies raisons de cette guerre, s'il vous plaît, à votre avis? Alors, ça, c'est la question à 10 000 €. Dans la mesure où, vous voyez, je dirais, côté les Ukrainiens, vous direz que cette guerre était dans l'ADN des Russes, que ça ne pouvait que se passer comme ça, que la volonté d'exterminer l'Ukraine devait se transformer en guerre à un moment donné. J'adhère pas complètement à cette lecture. Hein, moi, je vois plutôt effectivement un enchaînement de décisions politiques et puis un engrenage d'incompréhension entre les deux sociétés qui s'est agrandi. Mais le problème que nous avons, c'est que les objectifs de la guerre tels qu'affichés par le Kremlin n'ont cessé de bouger et de se transformer radicalement. Au début, nous avons effectivement cet objectif de dénazification et démilitarisation d'Ukraine. Personne n'a compris, y compris en Russie. Dénazification, ils ont abandonné le terme parce que les Russes ne voyaient vraiment pas à quoi ça correspondait. Vous avez effectivement très rapidement la guerre qui est cadrée comme une libération des populations du Donbass de l'oppression russe. Sauf que, de l'oppression ukrainienne. Sauf que ce qui marchait pour une annonce d'une opération militaire spéciale, on est accueilli avec les fleurs par les Ukrainiens qu'on libère, et puis ensuite on installe enfin un pouvoir juste à Kiev, et bien ça s'est heurté à la réalité du terrain, où bien évidemment personne n'a été accueilli avec les fleurs. Et donc, quel est l'objectif de la guerre affiché aujourd'hui par la Russie? Je pense que vous ne pouvez plus parler de... Vous voyez, on ne parle plus de la libération des populations du Donbass. Le discours aujourd'hui des médias russes est que les Ukrainiens sont complices. Les Ukrainiens sont, finalement, c'est des vrais ennemis. On pensait les libérer peut-être, mais c'est les ennemis parce qu'ils tuent nos soldats, parce que manifestement, ils sont en guerre contre nous. Et ils sont en guerre contre nous
parce qu'ils sont manipulés. L'Ukraine n'existe pas, en fait, aux yeux du pouvoir russe et aux yeux de la propagande russe. L'Ukraine est un objet manipulé par des forces de l'extérieur qui sont les vrais adversaires. La Russie, vous voyez, aujourd'hui, le pouvoir russe dit aujourd'hui, vous pensez qu'on se bat contre l'Ukraine ? Si on devait se battre contre l'Ukraine, on aurait écrasé l'Ukraine depuis longtemps. L'Ukraine, c'est rien. Ces gens-là, c'est personne. On se bat contre l'Occident. Hein ? Notre vrai ennemi, c'est cet Occident collectif et plus précisément l'OTAN, dont les forces sont sur le terrain et manipulent ces pauvres idiots d'Ukrainiens. Voyez ? Et arment et sacrifient ces pauvres idiots d'Ukrainiens. Donc, vous voyez, en ce sens-là, je dirais que chacun de nos soutiens à l'Ukraine donne des billes au Kremlin pour son discours. Tout ce que l'on peut faire pour soutenir l'Ukraine donne des billes au Kremlin et s'intègre parfaitement dans son discours. Et ce discours a une sorte de cohérence interne. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez, des léopards ont été livrés à l'Ukraine. C'est bien la preuve que ce n'est pas contre les Ukrainiens que nous combattons. Nous combattons contre les léopards. Vous croyez que c'est des Ukrainiens qui sont à l'intérieur des léopards ? Bien évidemment que non. Et vous avez les chaînes Telegram de ce qu'on appelle les blogueurs de guerre ou les correspondants de guerre russes qui ne cessent de répéter, vous savez, on les a vus, les gens sur le front. Ce n'est pas des Ukrainiens. Ils ont la peau noire et ils parlent anglais. Et donc, mais rigolons pas trop. C'est-à-dire que nous, on se pose tout un tas de questions sur est-ce que la présence de nos hommes sur le terrain va changer quelque chose ? Pour le message informationnel russe et pour le pouvoir russe, c'est déjà le cas. Nos hommes sont déjà sur le terrain. Et cette guerre, en fait, est déjà une guerre contre l'Occident. Alors, comment vous voyez dire aux Russes, comment expliquer aux Russes que l'Occident n'est pas l'ennemi qui cherche à détruire la Russie ? Vous voyez, comment trouver à la fois des arguments et comment être convaincus de ça pour un certain nombre d'entre nous, que l'Occident ne cherche pas que les États-Unis ne cherchent pas à détruire la Russie ? C'est une autre paire de manches, bien évidemment. Mais je dirais que depuis 2014, et je pense que vous en avez... c'est quelque chose que tous ceux qui sont en contact avec les Russes ou avec les Ukrainiens ont expérimenté, l'incompréhension mutuelle n'a cessé de s'agrandir. Jusqu'en 2022, les Russes et les Ukrainiens étaient convaincus, chacun vis-à-vis de l'autre, que l'autre était manipulé par ses propres médias et par sa propagande. Vous voyez, les Russes disaient aux Ukrainiens, mais vous êtes manipulés par la propagande occidentale. Les Ukrainiens disaient aux Russes, mais vous êtes manipulés par la propagande russe. Et donc, en fait, il ne pouvait plus y avoir de dialogue. Depuis, on a un peu changé. C'est-à-dire que on a même radicalement changé. Aujourd'hui, les Ukrainiens ne disent pas que les Russes sont manipulés par la propagande et qu'il suffirait de les décrocher de la propagande pour qu'ils comprennent enfin ce qui se passe sur le terrain. Ils disent non, en fait, ils sont collectivement responsables. Ils sont complices de cette guerre. Est-ce que l'armée a fait sur le terrain est-ce que l'armée fait sur le terrain aux civils est la preuve que le Russe ordinaire est complice de cette guerre et complice de ce projet génocidaire. Et les Russes vont penser la même chose des Ukrainiens. C'est-à-dire ils vont penser des Ukrainiens, non seulement que c'est des idiots qui ont été manipulés, mais surtout, en fait, que c'est des machines à tuer entraînées pour exterminer des Russes. Donc on a changé de niveau et casser ce message devient d'autant plus compliqué. Il reste quelques questions. Encore deux ou trois questions. Oui. J'ai une question, c'est sur l'immédiat de l'après-Première Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut considérer la guerre civile russe et la première expérience d'indépendance de l'Ukraine comme un traumatisme de l'Ukraine? Parce qu'après tout, c'est quand même une période où l'Ukraine est impliquée dans la guerre civile russe, où des Ukrainiens combattent d'autres Ukrainiens. Est-ce qu'on peut considérer que cet événement a fortement marqué les Ukrainiens? Alors, n'étant pas historienne, vous voyez, je vous donnerai une réponse très partielle. Je dirais que dans le récit que les Ukrainiens font d'eux-mêmes et de leur passé, cet épisode-là n'est pas un épisode qui revient très souvent. Alors, peut-être que ça va changer, vous voyez, avec les parallèles qui peuvent être faits avec la situation actuelle. Il va y avoir une réappropriation d'un certain nombre d'événements, mais ce n'est pas quelque chose qui est dans les discours. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est enfoui très profond
Ou est-ce que ça veut dire que c'est pas si, ou est-ce que ça veut dire que c'est dépassé? Vous voyez, moi je suis pas compétente pour vous répondre, malheureusement. Je vais essayer de poser une question, c'est un peu confus dans ma tête, mais est-ce que vous pensez que la diplomatie internationale aurait pu anticiper avant 2014 et que ce n'était pas déjà un volcan qui se préparait depuis l'éclatement de la Russie et que c'était déjà préparé, hein, qu'on aurait peut-être une diplomatie internationale un peu plus soft et conseiller un peu l'Ukraine d'un terrain neutre, un peu comme la Suisse, quoi, parce que c'était vraiment risqué pour eux. Je ne sais pas, hein, si j'ai posé une question qui... Oui, alors, mais je vous remercie pour cette question. Oui, je pense que c'est pas très honnête aujourd'hui de se dire qu'est-ce qu'on a manqué en 2014, parce que bien évidemment on a une vision un peu téléologique, hein, on sait ce qui arrive ou avant, oui, en 2014 plus qu'avant 2014. Oui, on sait ce qui est arrivé, et donc du coup on se pose des questions un petit peu autrement. Il est en revanche, je pense que beaucoup d'analystes s'accordent pour dire il y a eu un moment, alors il y a eu effectivement notre non-réaction à toute une série d'actions qui étaient intentées par la Russie, l'intervention armée en Géorgie, mais aussi l'annexion de la Crimée. Hein. Et l'annexion de la Crimée, vous voyez, je pense la communauté internationale n'a pas reconnu le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie, mais n'a pas bougé au-delà de ça. Les Ukrainiens s'en sont énormément moqués. Il y a beaucoup d'humour noir qui circule dans cette société et notamment dans cette guerre. Il y a des groupes, et vous voyez, il y a des mèmes qui circulent sur Internet sur les réactions de la communauté de l'Union européenne à des choses affreuses qui se passent en Ukraine notamment. Et donc en 2014, il y avait un compte sur les réseaux sociaux qui s'appelait l'Union européenne est-elle préoccupée? Et donc à chaque fois que les instances de l'Union européenne publiaient un communiqué se déclarant préoccupées par, vous voyez, le référendum en Crimée, telle action dans le Donbass, telle politique répressive, etc., eh bien le compte republiait ce communiqué en mettant en avant l'adjectif, en disant voilà, là l'Ukraine est profondément préoccupée, l'Union européenne est profondément préoccupée. Là, elle est gravement préoccupée. Là, elle est très préoccupée. Ah, là, elle est juste seulement préoccupée. Donc, vous voyez, et je pense que cette moquerie montrait bien, un peu, mettait en évidence l'incapacité des institutions qui sont les nôtres à penser qu'une agression entraîne une autre agression. Et vous avez un sociologue russe qui s'appelle Grigori Yudin, qui est très... qui est connu notamment pour avoir complètement anticipé au mois de février, avant l'agression russe, tout le déroulement de l'agression et la première année de guerre. C'est-à-dire qu'il a publié un papier quelques jours avant l'agression qui détaille absolument tout, étape par étape, ce qui allait se dérouler. Bon. Et donc lui, son analyse, c'est de dire la Russie lance des perches pour désensibiliser la communauté internationale. Vous voyez, l'annexion de la Crimée, on n'a pas réagi. Ok, c'est bon, on peut aller plus loin. Les territoires séparatistes dans le Donbass, avec l'armée russe qui intervient sur le terrain, on n'a pas réagi. Ok, on peut aller plus loin. Bon, invasion à grande échelle de l'Ukraine. Ah, là, ils ont réagi. Mais on va voir. Négociation de paix, peut-être qu'on arrivera à grappiller un bout de territoire. On s'en fiche du territoire. La Russie n'a pas besoin de territoire. Elle n'a pas besoin de ces territoires de l'Est de l'Ukraine. Mais si un cessez-le-feu, je dirais, entérine l'appartenance à certains territoires de la Russie, ça veut dire qu'on a désensibilisé la communauté internationale à de l'annexion territoriale. Et du coup, on peut y aller. Et on peut aller encore plus loin. Donc effectivement, cette question continue à se poser. Voyez, et la question qui se pose n'est pas la question de la neutralité de tel ou tel territoire. Parce que dans ce cas-là, il faudrait neutraliser beaucoup de monde. Hein, beaucoup de monde autour, États baltes, membres de l'Union européenne compris. Pologne comprise. Voyez, oui, mais je veux dire, voilà. Donc la question qui se pose, c'est
voyez, jusqu'à quand le statu quo nous semble préférable et quel est le coût à payer pour le statu quo. Mais là, je sors complètement de mon domaine de compétences, donc ça n'a aucune valeur ce que je viens de vous dire. Alors, il y a encore 2 questions au fond. Puis peut-être on en restera là, parce que ça fait beaucoup de questions. Peut-être, alors, qui veut poser des questions? On peut peut-être poser les deux, comme ça sera plus. Alors, question très simple. Est-ce que l'OTAN a un rôle très important dans l'escalade de la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Ne serait-ce que par l'épisode au Kosovo en 1999, on va dire la Géorgie, tout ça, quel a été, on va dire, son rôle jusqu'à l'escalade ultime avec l'Ukraine? Encore une question là. Bonjour. J'avais une question, c'était sur... je l'ai oublié. On va répondre à la première question, puis peut-être qu'il va retrouver sa question. Bon, alors je ne sais pas si je peux répondre en réalité à votre question. Vous voyez, au début de la conférence, j'ai délimité mon domaine de compétences et très clairement, les organisations internationales, l'OTAN et la politique de l'OTAN n'en font pas partie. Voyez, donc je pense que, voyez, je vais être très prudente au niveau de mes conclusions. Alors, pour vous répondre sur la dimension qui est celle qui est toujours celle des sociétés. L'OTAN a effectivement eu avec l'Ukraine une coopération assez régulière et soutenue depuis plusieurs années. Tout comme la Russie a eu avec l'OTAN une coopération régulière et soutenue pendant de longues années sur des programmes relativement similaires. Des programmes d'harmonisation, d'échange de compétences, un certain nombre de programmes plus sociaux de gestion des forces armées. Donc, je dirais qu'il n'y avait pas une exception ukrainienne qui aurait pactisé avec l'ennemi OTAN, alors que la Russie a dit jamais, jamais. La coopération Russie-OTAN a été assez importante. Et la coopération Ukraine-OTAN a pris des formes très ouvertes. Alors, il y a sans doute des choses qui ne sont pas dans les livres blancs du ministère de la Défense, bien évidemment. Dans le domaine militaire, s'il n'y avait pas de secret, ce ne serait pas amusant. Mais en tout cas, vous voyez, les programmes d'entraînement conjoint, de formation des militaires, de réhabilitation des anciens combattants, d'échange de pratiques, était complètement sur la table. C'est-à-dire il suffisait d'ouvrir les livres blancs du ministère de la Défense ukrainien pour s'en rendre compte. Donc déjà, si vous voulez, moi j'ai rarement vu des preuves apportées d'une intervention secrète de l'OTAN en Ukraine qui aurait pu inquiéter la Russie. On était sur des choses qui étaient semblables à partout ailleurs sur ses frontières. Et puis, par ailleurs, un autre élément que je peux ajouter, mais j'ai bien conscience que je ne réponds pas à votre question, mais je ne suis pas compétente pour répondre à votre question. Quand on pose la question de l'adhésion éventuelle à l'OTAN ou d'un partenariat approfondi avec l'OTAN aux Ukrainiens avant 2014, ce chiffre est plutôt bas. Vous voyez, on est plutôt tout comme l'idée que le chemin est plutôt pro-européen, on est sur les mêmes 30-40%, environ 40% des Ukrainiens qui considèrent que oui, sans doute que l'adhésion à l'OTAN serait une bonne chose. Au fur et à mesure des agressions armées de la Russie, alors d'abord dans son voisinage ne concernant pas l'Ukraine, comme en Géorgie, mais ensuite avec la Crimée et avec la guerre dans le Donbass, la volonté des Ukrainiens de se tourner, y compris de la population ukrainienne, de se tourner plus vers l'OTAN, n'a cessé d'augmenter. Est-ce que c'est la responsabilité de l'OTAN dans ce cas-là? Ou est-ce que c'est une réaction à ce qu'ils voient comme étant effectivement la puissance dangereuse pour eux, la Russie, et donc la protection qu'ils cherchent contre ce danger? Voilà, ça c'est une question qui peut être posée. Alors, une dernière question. Ça y est, vous avez retrouvé. Il y en a 2 ultimes. Excusez-moi pour ma perte de mémoire. Oui, c'était une question justement un peu en lien avec l'escalade.
du conflit, c'est au niveau de ce narratif russe de justement les combattants sur le terrain qui estiment que l'OTAN est déjà en Ukraine via les différents équipements que l'Occident peut envoyer. Est-ce que justement ce risque d'escalade ne peut pas venir du coup du côté russe d'une manière ou d'une autre par cet enfermement dans ce narratif de guerre défensive, on va dire, contre l'Occident, qui au final n'intervient même pas directement, mais que ces combattants russes ne le perçoivent pas, ou à cause de ce narratif qui est jusqu'au sommet de l'État, ne peuvent pas le percevoir comme cela. Merci beaucoup pour votre question. Alors, qu'une chose soit claire, l'essentiel des combattants russes n'ont jamais vu leur adversaire sur le terrain. On est sur une guerre qui ne se combat pas dans le corps à corps, qui se combat via l'artillerie. Donc, savoir qui est dans le char, vous voyez, de l'autre côté, ça arrive quasiment pas. Et sauf à se faire prisonnier, être en contact direct humain avec l'autre n'arrive quasiment pas. Donc, en fait, je pense que les combattants russes qui sont aujourd'hui sur le terrain ont une très faible compréhension de ce qui se passe autour d'eux, à qui ils font face et, je dirais, pourquoi ils combattent. Donc, dans ce contexte-là, tout message peut être un message qui passe. Vous voyez ? Mais bon. Et ce récit des étrangers qui sont déjà sur le sol ukrainien, alors il n'est pas complètement officiel. Vous voyez, il est instillé pour l'instant. Il est instillé par ceux qui sont légitimes à prendre la parole dans l'espace médiatique. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade ? Alors, le risque d'escalade, vous voyez, ne peut pas venir du terrain. Le risque d'escalade doit venir de toute façon du commandement des forces armées. À quel point est-ce que les forces armées adhèrent, à quel point est-ce que le pouvoir politique et le pouvoir militaire russe adhèrent eux-mêmes à ce discours de « en fait, on ne combat pas contre les Ukrainiens, on est dans une grande guerre contre l'Occident collectif ». C'est très compliqué de le dire. C'est très, très compliqué de le dire. Je dirais que par précaution, on pourrait se dire que qu'il y a une probabilité de cela. Nous avons... alors, pourquoi est-ce que je dis par précaution il y a une probabilité ? Jusqu'à maintenant, à chaque fois que nous avons essayé de ne pas interpréter le discours du président russe au premier sens du terme et de dire « non, mais ça, c'est de la rhétorique, mais ça, il ne le fera pas, ça, c'est juste pour faire peur, etc. » Et c'est là que nous nous sommes trompés et c'est là que des actions non anticipées par nous sont arrivées. Donc, je pense que par précaution, prendre ce que dit le pouvoir russe au sérieux est prudent. Et donc, dans ce cas-là, oui, le risque d'escalade existe. Dernière question. Et ce sera la der des der, donc. Oula. Merci. Et que sait-on de l'acceptation de cette guerre par la population russe ? Parce qu'on a l'impression que tous ceux qui peuvent s'enfuir du pays essayent de s'enfuir par tous les moyens, que des militaires essayent d'envoyer des vidéos ou des courriers au président. Qu'en est-il de l'acceptation ? Est-ce qu'on peut savoir ? Alors, on avait une question à 10 000 euros. C'est ici la question à 50 000 euros. On augmente les enchères. Compliqué. Mais vous avez tout à fait raison de souligner que d'une part, le premier élément à prendre en compte, la population russe de mars 2023 n'est pas la même que la population russe de mars 2022. Parce que le pouvoir politique a cherché à conduire cette guerre, les frontières grandes ouvertes, avec des politiques suffisamment répressives pour pousser tous les mécontents dehors. Ça a été une stratégie de l'État russe. C'est-à-dire qu'on va faire des répressions ponctuelles pour que tous ceux qui seraient susceptibles de protester, eh bien, ils comprennent que pour sauver leur peau, il vaut mieux partir. Et on va conduire la mobilisation de la militaire, les frontières grandes ouvertes, pour que tous ceux qui seraient susceptibles de se révolter sur le terrain se barrent aussi du pays, voyez, et ne soient pas pris dans les rangs des forces armées. Ça a été notre grande surprise, ce côté frontière grande ouverte. Donc je dirais que les couches les plus susceptibles de protester de la population russe, celles qui ont été critiques du Kremlin tout au long de ces dernières années, ont été poussées dehors. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément que vous avez, c'est que la population russe est très
diverse dans son accès à l'information, dans ses ressources pour protester, dans la perception de ses capacités d'agir. La mobilisation continue à toucher essentiellement les catégories les plus fragiles socialement. Ceux qui croient que de toute façon, ils ne peuvent rien faire. Et quand ils reçoivent une convocation militaire, ils ne voient vraiment pas comment ils pourraient faire pour ne pas y aller. Hein. Chez les autres, donc, vous voyez, la question de l'acceptation chez ces gens-là est à la fois liée aux sources d'information qui sont les leurs, et il s'agit de personnes qui, pour l'essentiel, ne sont jamais sorties du pays. Donc, vous voyez, l'Occident décadent ou l'Occident ennemi, on peut leur raconter tout ce qu'on veut, ils vont le croire parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de voir par eux-mêmes. Qu'en est-il des autres? Et je pense que je dirais que pour voir, par exemple, pour anticiper un changement politique dans le pays et un changement d'attitude vis-à-vis du pouvoir, ce n'est pas ces gens-là qu'il faut regarder. Hein. Ce n'est pas les couches les plus pauvres et les plus fragiles qui sont les premières victimes de la mobilisation. C'est ceux qui sont occidentalisés, intégrés, disposant de ressources et qui néanmoins ne protestent pas et qui ont un discours de loyauté. Là, et c'est là que ça devient extrêmement compliqué parce que vous avez une palette d'attitudes qui est très, 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 très vaste. Entre ceux pour qui il est inacceptable de savoir, donc ils préfèrent ne pas savoir, entre ceux qui pensent qu'ils vont que la guerre leur permettra de gagner au change, et ceux-là sont assez nombreux. Hein, je veux dire, là, à la fois le départ des entreprises étrangères, ça a libéré à la fois des places de travail, ça a libéré des marchés, les commandes de l'État liées à l'économie de guerre, ça va permettre aux gens de s'en mettre plein les poches parce que c'est des possibilités de détourner de l'argent de l'État absolument faramineuses. Donc il y a tout un tas de gens qui considèrent que finalement, c'est leur moment de l'ascension sociale. Hein. Oui. Et puis, vous avez ceux également qui, je dirais, restent pour des raisons qui peuvent être variables. Un parent âgé qu'on ne peut pas bouger, vous voyez, est une raison, par exemple, très fréquente. Et dans ce cas-là, on fait profil bas en espérant que ça passera à côté. Et en faisant profil bas, bien évidemment, on va chanter tous les slogans qu'on vous demandera de chanter pour être invisible. Donc, très compliqué en réalité. Vous voyez, cette palette d'attitudes, on la verra après-guerre. On la verra après la guerre quand les gens seront capables d'expliquer en fait pourquoi ils ont fait le choix qu'ils ont fait. Ils font clairement des choix. Vous voyez, moi, je ne crois pas du tout à l'hypothèse de la population zombifiée par la propagande. Les médias russes sont très mauvais en fait. Ils sont très mauvais dans leur communication. Je pense aux gens qui font des stratégies dans les contraintes qui sont les leurs, avec la rationalité qui est la leur et les ressources auxquelles ils ont accès. Et les choix qu'ils peuvent faire sont très différents. Mais ce n'est jamais le choix, c'est rarement le choix de l'opposition au pouvoir. Aussi parce que l'opposition au pouvoir n'a jamais porté dans la société russe et n'a jamais permis autre chose que de vous fragiliser et vous rendre vulnérable et rendre vulnérable votre famille éventuellement à la répression. Donc ce n'est pas vu comme une option. C'est un mot optimiste pour terminer. Un public nombreux et intéressé, une conférencière de très haute compétence. Les questions auraient pu se poursuivre encore pendant pas mal de temps. Grand merci, vraiment merci d'être venu. Merci et d'avoir beaucoup. parlé.